J'ai en fait parti ma business très, très tôt. Je ne sais pas si on peut appeler ça une business, mais bon, dans ma tête, ça l'était. À 9 ans, une fois par mois, je demandais à ma maman de m'amener au Costco, puis j'achetais des très gros bacs de bonbons. Oui. Puis je faisais des petits sacs de bonbons, puis je les vendais à l'école. Comme une pousseuse de drogue, mais de bonbons. Donc, déjà, la grosse drive, Ouais. dire, regarde, moi, j'essaye, j'ai pas peur. Yeah. Comment tu as vécu ça, le rôle de maman et d'entrepreneur? Yeah, j'avais peur, je dois avouer, avant d'avoir mes enfants. Peur de pas être une bonne mère. J'avais peur d'être carriériste. J'avais tellement peur jusqu'à mon accouchement. Et le moment que j'ai vu mon bébé... L'épanouissement de me dire, je vais être une excellente mère parce que je suis une excellente entrepreneuse et je vais être une excellente entrepreneuse parce que je vais être une excellente mère. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Alison Green, bienvenue. Merci. Contente de t'avoir avec nous. Tu es la fondatrice de Bien chez soi. Et j'ai eu la chance d'utiliser tes services de Te connaissant pas, mais pour ma mère, il y a quelques années. Et quelle belle surprise de te retrouver sur le stage de EY cette année comme impact social, dans le temps que mon conjoint est en nomination, qui a gagné en plus. Fait que là, j'ai comme fait... Et quand j'ai écouté ton speech, j'ai fait « Wow! Il y a de la vie dans cette femme-là, il y a de l'énergie. » J'étais comme impressionnée. Et là, j'ai commencé à te suivre. Et de fil en aiguille, ben là, on a pu t'avoir sur le podcast. Fait qu'on est bien heureux. 3 mois plus tard. Oui, yes! Exact. Fait qu'on est super content de t'avoir ici parce que tu as un parcours extraordinaire. Merci. Et on veut connaître ton histoire, mais on veut aussi focusser sur la femme entrepreneur qui a commencé à un très jeune âge. Oui. Et on veut tout comprendre ça. OK? On veut tout comprendre ça. Je vais essayer de mon mieux. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Alors, j'aimerais ça, dans un premier temps, que tu me racontes un peu, c'est quoi l'histoire de Alison? Yeah. So, j'ai en fait parti ma business très, très tôt. Je ne sais pas si on peut appeler ça une business, mais bon, dans ma tête, ça l'était. À 9 ans, je recevais de mes parents une allocation à chaque semaine. Tu recevais 5 $ parce que tu faisais ton lit, tes petites responsabilités, tes tâches ménagères. Et puis, une fois par mois, je demandais à ma maman de m'amener au Costco. Puis, je prenais mes petits sous, puis j'achetais des très gros bacs de bonbons. Tu sais, les rainbows là, à 4 couleurs avec tout le sucre dessus. So, j'achetais mes gros bacs à bonbons. J'allais dans la section en arrière du Costco. J'ai déjà cherché mes petits sacs Ziploc. Oui. Puis je faisais des petits sacs de bonbons, puis je les vendais à l'école. Comme une pousseuse de drogue, mais de bonbons. C'était un sugar crush. C'est ça. Oui. So, techniquement, ce serait ma première business. Oui. Et ça marchait bien? Ça marchait trop bien. Oui, hein? Vraiment bien. Il a fallu que j'arrête. Ils ont mis des règles dans l'école, en fait, pour arrêter ça, parce que c'était la première fois qu'ils avaient vu ça. Et on n'a pas le droit, en fait, de vendre des biens à l'école, en fait. Un territoire, c'est ça. Lesson learned. Oui, c'est ça. Mais on voit déjà... Pioneer over here. Donc, déjà, la grosse drive, dire, regarde, moi, j'essaye, j'ai pas peur. Yeah, pas peur. Oui. Puis il y avait un côté, je pense, aussi de contrôle.
OK. De vouloir être en contrôle de ma vie, de vouloir avoir freedom. Freedom was important to me. OK. Puis de me dire que, OK, ben, je vais faire ma propre argent. Puis dès que je peux m'acheter un auto, qui était à ce moment-là l'idée freedom, là, à 16 ans, oui, je mon vais auto. acheter mon auto. Et à 16 ans, moins une semaine, je l'ai acheté, mon auto. OK. Donc, c'était toujours dans un objectif. Je pense pas que je suis une entrepreneuse dans le sens que j'aime avoir des business. J'aime la liberté de pouvoir décider pour moi-même ce que je pense est le meilleur. OK. Je suis une bâtisseuse, j'adore bâtir, j'aime motiver les gens et mon moyen, c'est d'être un entrepreneur. Oui. Ça, c'est peut-être un peu différent de Oui, c'est comme le véhicule personnes. pour te permettre d'avoir un impact positif puis de créer ce que tu veux. Exact. C'est à travers l'entrepreneuriat. Oui, exactement. OK. Absolument. Alors là, tu fais ça à 9 ans. Là, tu as travaillé. T'as-tu fait différents autres travails ou d'autres business? Ou... Oui. Je pense que c'était vers 12-13 ans, j'ai été embauchée par une famille pour leur apprendre comment parler en anglais. Je faisais comme du babysitting pendant l'été, mais à temps plein. Puis mon mandat, c'était juste de parler à ces 3 enfants-là en anglais pour qu'ils apprennent leur anglais. Oui. J'ai toujours travaillé des petites job-ins. À 14 ans, je travaillais déjà dans un Champs Sports. Je ne sais même pas si Champs, ça existe encore, là, mais c'était comme une filiale comme un sport expert, mais qui était axé sur le basketball, en fait. Oui. Puis moi, j'étais une grande joueuse de basket quand j'étais jeune. J'ai joué sur l'équipe du Québec, en fait, de basketball. Ah, je savais pas ça! Wow! My leadership skills, je dirais que ça vient vraiment d'être capitaine de mon équipe de basketball. C'est vraiment là que j'ai appris le leadership, la mobilisation des gens. Parce qu'une équipe de sport, c'est comme une équipe d'entrepreneurs. Oui. On a cet objectif-là. Puis comment est-ce qu'on fait pour mettre les bonnes personnes aux bonnes places pour réussir cet objectif-là? Oui. C'était mon premier apprentissage de mobiliser une équipe. C'était vraiment à travers une équipe de sport. Puis tu étais la leader de l'équipe. J'étais la capitaine. OK, c'est ça. J'étais pas la meilleure. OK. J'ai jamais été la meilleure dans quelque chose, mais j'excelle dans la mobilisation des humains. Dans la mobilisation, puis t'aimes ça. OK, fait que là, c'était déjà... Entamé quand même assez jeune. Ben oui. Oui. Puis, tu sais, j'avais déjà cette mentalité-là que je voyais qui n'était pas tout à fait comme mes amis. Mes amis, tu sais, tu commences à sortir à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Puis moi, oui, je sortais, mais j'avais mon char. Ça. Je me donnais la permission d'être Didi. Oui. Je sortais avec mes girlfriends, c'était mes petites poulettes que je les appelais. On sortait. Mais je buvais pas parce que je conduisais, puis le lendemain, je voulais travailler. Là. Ouais. Je ramassais mes petites poulettes à la fin de la soirée, je les embarquais dans mon auto, puis on se retournait sur la rive sud, parce qu'on était toute la rive sud. Oui. J'ai toujours été très travaillante. J'ai toujours voulu être un peu trop, je pense, dans le contrôle de ma vie, dans mon futur. Ça a des côtés très, très positifs, évidemment. Ben, ça permet de en entrepreneuriat. Déplacer des montagnes, right? Of course, énorme. Oui. Mais dans d'autres sphères de ma vie plus personnelles, c'est un peu plus difficile. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Non, c'est bien correct. Mais tu as un côté anglophone. Yeah, je suis anglophone. Tu es anglophone, OK? Yeah. Tu parles quand même très bien français. Très bien. Puis j'ai commencé à parler en français quand j'ai commencé à travailler à 14-15 ans. Là. Mes amis sont anglophones. Je suis allée à l'école en anglais. J'écoutais la télé en anglais. Je suis vraiment comme l'unique anglophone québécoise. Je suis québécoise. Dans mon corps, je suis une québécoise qui... Est-ce que j'ai le droit de sacrer sur le... je lis des crises tout le temps, là. Autant qu'un fuck. Fait que c'est ça. Mais t'as appris le français comme ça plus tard. Plus tard, en travaillant. Et à 18 ans, je m'ai mis dans le centre d'appel chez Accéder. Sur Desjardins. Oui, Desjardins, qui est très québécois. Très québécois. Tu n'avais même pas le droit de parler en anglais sur le plancher de ce centre d'appel-là dans le temps. Là, c'est plus comme ça maintenant. Oui. Puis je me dis, OK, ben ça va être accéléré. Là. Je vais répondre au téléphone toute la journée. J'étais aux études aussi. Ça, c'était une job à temps partiel. Oui. Mais ça va être une accélération pour moi d'apprendre le français. Puis c'était formidable. Quand je suis sortie de Desjardins à 20 ans, j'étais complètement bilingue. Oui, j'en doute pas. Puis ça m'a permis de pouvoir partir ma business officielle à 23 ans. À 23 ans. À 23 ans. C'est quoi ton parcours scolaire? J'ai étudié en athletic therapy. C'est de la physiothérapie, mais pour les athlètes. Parce que j'étais athlète à haut niveau. Je me voyais dans la santé, mais j'adore le côté vente.
J'ai fait athletic therapy à Concordia, mais je savais que c'était pas ça mon destin, mais que ça touchait beaucoup des choses que j'aimais. J'ai adoré mon expérience à l'université. Tu as fait tes études vraiment là-dedans. Là, tu dis, parce que, tu sais, on voit que tu as une facilité. Tu n'as jamais pratiqué. Okay. Jamais pas une seconde. En finissant l'université, j'ai décidé de voyager parce que je me connais. Je sais que quand je fais quelque chose, je le fais à 120 %. J'ai dit, quand je vais trouver ma carrière, ma job de vie, je vais être dedans à 120 %. Oui. Donc, je vais prendre un an pour voyager, apprendre à me connaître. J'ai fait le tour du monde en pack-sac. Je suis allée vivre au Mexique dans un appartement miteux. Je suis allée la voir il y a 2 ans. Je suis allée la revoir. Oui, puis? Oh, j'aurais... Ma pauvre mère. Oui, hein? Oh, wow, yeah, that was traumatizing. Pas pour moi à ce moment-là, mais bon. Non, mais ignorance is bliss. À 22 ans, là, t'es comme... C'est pas grave. J'ai pas de responsabilité. Oui. J'ai fait ça. Puis en revenant à 23 ans, mon grand-papa est tombé très malade. Il a été hospitalisé. Et puis, il ne pouvait pas sortir, en fait, de l'hôpital. Okay. La seule option qu'on lui avait été donnée, ça date d'il y a 17 ans, c'était d'aller dans un CHSLD, qui est souvent maintenant aussi la seule option qu'on offre à la population. Là. Oui. C'était impossible pour moi d'imaginer que mon grand-papa aille en CHSLD. Pas tant pour mon grand-papa, mais pour ma grand-maman. Parce que ça l'aurait tué ma grand-maman, d'aller au CHSLD 3 fois par jour, tempête de neige, pluie, minuit, avec ses petits plats tout préparés qu'elle aurait fait pour lui. Là. Oui, les deux seraient morts en dedans de l'année. Je me dis, OK, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais embaucher des préposés pour l'aider, pour aider ma grand-maman à rester avec mon grand-papa à domicile. Et je suis partie comme ça. J'ai embauché 2 préposés, je n'avais pas d'argent. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je m'ai pris un contrat, je faisais du ménage dans des énergies cardio. J'ai pris un petit contrat que je faisais, je pense que c'était 3 ou 4 fois semaine. Puis je faisais du ménage dans les énergies cardio comme dans des urinoirs, là, dans énergie cardio dans des gyms, de nuit. De 11 h le soir à peu près 2 h du matin, je faisais du ménage dans des gyms. Puis là, à 6 h le matin, j'essayais de faire décoller ce petit business-là en soins à domicile pour les aînés. Et puis, de fil en aiguille, mes grands-parents habitaient à Saint-Bruno. Là, il y avait un ami qui avait besoin d'aide. OK, j'embauchais une préposée pour les aider. Là, il y avait quelqu'un d'autre, bouche à oreille, qui avait besoin de service. Avais-tu déjà le nom après ça? Bien chez soi, je l'ai eu très, très vite. Oui. Oui, absolument. Au début, c'était les services bien chez soi. Oui. Mon logo était terrible. Oh my goodness. J'adore le regarder maintenant. Là, l'évolution d'un logo sur 17 ans, là, c'est waouh! Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, j'avais trop de clients puis trop d'employés. Puis, il fallait juste que je décide, OK, c'est ma business finalement. Là, je pars ça. Je me lance en affaires, plus officiellement, je dirais comme à 24-25 ans. Et je vois très, très, très vite là, que je suis unique et que je me reconnais dans aucun autre entrepreneur qui est autour de moi. Je m'en vais à la Chambre de commerce de l'industrie de la Rive-Sud, où est-ce que d'ailleurs j'ai gagné mon premier prix au niveau des mobilisations en RH. OK. Thank you, basketball. Et je me reconnaissais pas dans les gens dans la pièce. Je me sentais très, très, très seule. Les banques ne voulaient pas me prêter de l'argent parce que j'étais trop jeune, une femme. Ce moment-là a été un moment difficile. Parce que là, tu sens que tu dis, garde, je vais être entrepreneur, mais il y a quand même un monde d'hommes, il y a quand même un modèle standard, il y a quand même, là, tu brisais tous les tabous. Tout. Personne ne me prenait au sérieux. J'essayais d'aller à la Chambre de commerce, puis c'est rien contre la Chambre de commerce, je les adore. Je connais Jean-François Lévesque très bien, qui est le nouveau DG. Je suis sûre qu'il aimerait ça te voir. On se voit souvent, exactement, absolument. La vie a changé 17 ans plus tard. Oui, exact. Mais oui, puis c'est malheureux, mais tu sais, j'avais 25 ans, j'étais belle, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfants. N'importe où que j'allais, je me faisais plus cruiser finalement que personne ne voulait entendre. Que te prendre au sérieux. Oui, personne ne me prenait au sérieux. Oui. Je m'ai enlevée de toutes les chambres de commerce, de tous ces instincts d'influence-là, si on veut dire. Puis je me dis, OK, je fit pas, c'est correct, mais je vais bâtir mon propre moule. Puis moi, mon moule d'entrepreneuriat, il n'est pas comme les autres. Moi, j'ai étudié en santé. Je veux faire une différence dans ma propre communauté qui est mon grand-papa, mais j'ai aucun acumen en business.
So, comment est-ce que je peux m'entourer de femmes comme moi qui veulent faire une différence dans leur communauté, mais qui ont, comme moi, pas la confiance de se lancer en affaires? So, c'est là que j'ai eu l'idée, OK, je pense que c'est le modèle de franchise qui va être le meilleur moyen d'arriver à empowerer des femmes à travers le Québec pour aider leurs grands-parents dans leur communauté. Mais encore, tu sais, j'avais pas de contact, pas d'argent, pas rien. So, je m'étais fixé comme objectif, j'avais peut-être à peu près 25 ans, je m'étais fixé comme objectif que j'avais 5 ans pour bâtir mon modèle, continuer à bâtir mon bébé entreprise et tout apprendre sur le franchisage. So, j'achetais à coût de 150 $ des guides d'exploitation puis des contrats de franchise aux US par rapport aux soins à domicile parce que c'est de l'information publique aux US au niveau du soin à domicile. Parce que c'est Medicare, c'est une partie qui doivent dévoiler leurs informations. So, j'ai pris 5 ans pour tout bâtir ce modèle-là. Puis à 30 ans, mon objectif, c'était de vendre ma première franchise que j'ai faite. Wow. Et puis, là, j'ai 40 ans aujourd'hui. So, de 30 à 38 ans, en fait, on a vendu 66 franchises. On est à peu près à 2000 bienveillants qui aident les gens dans leur domicile. Là, je vais faire une notion de bienveillant, OK? Fait que là, on sait 2000 bienveillants et un impact dans 10 000 familles au Québec. 10 000 familles par année. Par année au Québec. Fait que c'est pas rien. Non. Mais là... Scary sometimes. C'est scary sometimes, mais en même temps... It's organic. C'est tout à ton honneur. Fait que là, tu décides d'avoir un modèle de franchise. On en a 66. Et là, moi, quand j'ai fait appel à tes services, j'ai tellement... Puis tu sais, moi, je suis sensible au modèle d'affaires puis comment ça fonctionne. Et là, les gens qui s'occupaient de la Rive-Nord m'ont dit, écoute, on va être capable de... Oui, c'est Benoît. Oui, c'est Benoît, exact, c'est ça. Hey Ben! Oui, c'est ça. Et Benoît dit, écoute, oui, je peux t'envoyer, je vais sélectionner pour toi 2-3 bienveillants. Et là, je suis comme, bienveillant? C'est qui ça? Oui, c'est ça. Fait que raconte un peu, tu sais, au lieu de dire des employés, des personnes, il y a toute une réflexion derrière ça. Une grosse réflexion, puis il y a eu une énorme catastrophe, en fait, qui est arrivée il y a 5 ans, qui est pourquoi il a fallu qu'on aille dans cette direction-là. En fait, au début de la pandémie, la pandémie arrive il y a 5 ans, tout ferme. Les soins de santé, non. On a des services essentiels. On continue à livrer des services de soins à domicile comme on avait fait pendant 15 ans. On travaille avec toutes les CLSC. On prend des ententes avec la travailleuse sociale du CLSC et une compagnie externe pour aller offrir le service, mais en mode un peu co-pay qu'on appelle. Le CLSC paye pour une partie, puis le client paye pour une partie, puis ça va super bien. Tout le monde est heureux. Il n'y a pas de liste d'attente au niveau du soin à domicile comme on voit maintenant. Tout est quand même bien rodé. La pandémie arrive et on l'a vu, il y a eu une dépression massive du réseau de la santé. On a perdu, je pense, plus que 35% des travailleurs de la santé. Alors, au niveau de certains départements de la santé, il a fallu faire affaire avec des agences de placement. Pour être clair, nous ne sommes pas une agence de placement. Mais malheureusement, on a été loupés dans cette vague-là d'agences de placement. Du jour au lendemain, tout d'un coup, le soin à domicile commence à se faire livrer par des agences de placement non spécialisées en soins à domicile qui font du placement autant dans le soin à domicile qu'un garde de sécurité au Walmart. Là. Je suis désolée, mais c'est pas du tout la même chose. On n'est pas à la même place. Puis on n'est pas en prise en charge de la famille qu'on va aider si c'est une personne différente qui arrive à chaque fois. Ça a complètement détruit l'écosystème du soin à domicile. Le gouvernement ne pouvait pas nécessairement le savoir quand ils sont allés dans cette direction-là, mais c'est quand même ça qui est arrivé. Maintenant, on a 55 000 aînés qui attendent sur des listes d'attente à cause de En ce moment? Oui, à cause de tout ça qui est arrivé là, il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que j'essaie de réparer un peu une décision que le gouvernement a prise, mais tu sais, pendant la COVID, on prenait des décisions. I don't fault anyone dans le sens qu'on faisait tout de notre mieux. Exact. Tellement. Il faut qu'on livre le service. Ben oui. Who can help? Oui, exact. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il a fallu que je me démarque parce que je ne suis pas du tout une agence de placement. On est une entreprise spécialisée dans le soin à domicile puis dans la prise en charge d'une famille, des proches aidants
pas tant de l'humain qui a besoin de soins. On est là pour aider les proches aidants. Si les proches aidants ne sont pas là, c'est pas vrai que tu peux prendre du soin à domicile. Tu vas devoir aller dans un modèle d'hébergement. Mais s'il y a des proches aidants autour, on est là pour leur offrir un répit, comme vous avez vécu finalement avec votre maman. C'est pas qu'il fallait qu'on l'envoie dans un centre de réhabilitation. C'est que certains moments dans une journée, tu avais besoin de vivre. Alors, tu avais besoin d'un soutien. Il a fallu vraiment qu'on se dise, OK, comment est-ce qu'on démarque l'offre de services de soins à domicile qui est prise en charge, qu'on fait du matchmaking. Le plus important, c'est le jumelage, la continuité du soin versus une agence de placement qui est offerte par le réseau de la santé publique. C'est une personne différente à chaque fois. C'est vraiment là que le mot bienveillant est venu. Parce que dans nos équipes, on a des préposés aux bénéficiaires, on a des infirmières, on a tout le même personnel techniquement que le public, que le réseau de la santé publique. Mais la différence chez nous, c'est qu'on fait vraiment partie de la famille. C'est toujours la même personne. Puis quand on parle des aînés, quand on parle d'Alzheimer's principalement, qui est énormément de ce qu'on fait, c'est du répit Alzheimer's, si c'est une personne différente à chaque fois, là, on aide personne. Puis on cause plus d'anxiété aux proches aidants que d'en enlever. Et ce qu'on a vu dans les 5 dernières années, c'est que les proches aidants, ils arrêtent de prendre des services d'aide parce que c'est quelqu'un de différent chaque jour. Ils ne font pas confiance. Je suis désolée, je suis partie de mon micro. Et ce que ça l'a fait, c'est que là, on a des bouchages énormes dans les urgences parce que les proches aidants ne se font pas supporter. Ils vont jusqu'au bout du rouleau. Ils se ramassent dans une salle d'urgence dans l'hôpital parce que c'est trop tard. Il aurait fallu qu'on soit en mode prévention au niveau du soin à domicile, puis là, on ne l'est pas. Et là, on l'a vu la conséquence sur les 5 dernières années sur notre réseau de la santé. On est bloqué partout parce qu'on ne s'est jamais occupé de la partie prévention qui est soin à domicile. Exactement. Puis le futur est là. Le futur est là. Puis le mot pour revenir au bienveillant, c'est toujours la même personne chez nous qui aide la même personne. Et oui, c'est des gens qualifiés qui ont leur certification, qui vont donner le bain. Mais c'est plus que donner un bain. C'est de savoir que la madame qui a besoin de son bain qui a de l'Alzheimer's ne peut pas avoir de l'eau dans son visage parce qu'elle a un traumatisme de quand elle avait 7 ans, where she almost drowned. Mais tu dois savoir ça si tu veux offrir un soin bienveillant à la population. Il est de là que vient le mot bienveillant. Parce que oui, on offre le bain, mais on le fait d'une façon comme si tu étais un proche, comme on fait partie de la famille. Puis pour moi, je pense le facteur, c'est la première fois que c'est arrivé, c'était énorme, mais là, ça arrive tout le temps. Mais c'était la première fois qu'une de mes préposées ou une de mes bienveillantes se sont faites inviter aux funérailles de la personne qu'on aidait. La première fois que c'est arrivé, ça doit dater d'il y a 10 ans là, maintenant. Là. But when that happened, that first time, c'est là que j'ai tout compris. J'ai tout compris ce qu'on faisait. Là, t'es en cohérence avec tout ce que tu voulais alignement faire, l'impact que complet. Absolument. Puis là, c'est très, très fréquent maintenant. Exact. C'est fréquent, mais tu sais, puis là, on revient à... Tu as parti ta business vers 24 ans. Aujourd'hui, tu en as 40. Tu as 2000 personnes bienveillantes pour aider 10 000 familles au Québec. That's pretty cool. Thank you. OK, bravo. Merci, bravo. C'est gentil. Merci beaucoup. Puis, tu sais, je pense que le nom de l'entreprise porte bien son nom aussi. Tellement. Bien chez soi. Absolument. Parce que tu as des gens qui rentrent dans l'intimité. Et on a une population qui est vieillissante. Absolument. Puis c'est tellement un beau métier. Tu sais, c'est quelqu'un qui décide d'être préposé aux bénéficiaires ou qui décide d'être infirmière, c'est parce qu'ils veulent aider les gens. Puis je comprends qu'un réseau de la santé ne peut pas permettre aux gens de nécessairement aider les gens de la façon qu'ils aimeraient les aider. Parce we have minutes and we have objectives, puis il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Mais chez nous, tu peux faire ton métier... Faire une différence. Exactement de la façon que tu avais imaginé pouvoir le faire. En étant toujours avec la même personne, en voyant l'impact direct parce que tu es toujours avec la même famille une semaine après l'autre. Alors, la chance qu'on a chez Bien Chez Soi, c'est vraiment c'est la qualité de nos bienveillantes. C'est principalement des femmes. On est 99% des femmes. Puis, parce que c'est beaucoup des emplois à temps partiel,
on s'en va chercher beaucoup de travailleurs, des retraités du réseau de la santé publique Oui. qui ont 65 ans, qui ne travaillent plus pour le réseau de la santé, sont retraités, mais qui veulent continuer à faire une différence parce que tu as une vocation. Tu deviens infirmière ou préposée parce que tu as une vocation de vouloir aider les gens. Et là, on leur offre la possibilité de continuer à aider les gens avec le même salaire, les mêmes conditions qu'il y avait dans le réseau de la santé, mais que là, ils peuvent le faire à temps partiel parce qu'ils sont des mamies, que le mardi, mercredi, ils veulent aller chercher leurs petits-enfants, puis ils veulent juste travailler les lundis, vendredis. Bien, on est en mesure de leur permettre ça parce qu'on a cette flexibilité-là avec les familles. C'est complètement... C'est une autre... it's another type of care. Oui. Ben, qui est adapté aux besoins spécifiques de la personne qui fournit le soin ou le caring, la notion de la dynamique familiale. Oui, de la mythe familiale. C'est une des... en fait, c'était mon évaluation des besoins le plus marquant de ma vie. Oui. Quand on débute un service, on s'en va gratuitement faire une évaluation des besoins dans le domicile de l'aîné qu'on aide. On s'assoit avec eux, on fait une évaluation complète du domicile, les tapis, c'est qui est là, qui peut aider pour bâtir le plan le moins cher et le plus efficace pour la famille. Puis j'ai le goût de dire, ça fait déjà 15 ans, parce que c'était dans mes débuts. Oui. C'était une famille à Saint-Léonard, une famille d'Italiens. Oui. Puis les Italiens ne sont pas nécessairement comme les Québécois, ils aident beaucoup plus leurs aînés. Oui. Je rentre dans l'évaluation des besoins, puis j'avais imaginé qu'il y avait à avoir les personnes âgées, puis un ou deux peut-être filles, leurs enfants là. Oui. Il y était 11. 11! Non! Il y avait des cousins, cousines, leurs enfants, les neveux, nièces. Wow! It was a family affair. Puis il y avait déjà, je suis rentrée dans l'évaluation des besoins, puis l'horaire était déjà fait. Il y avait tous leurs blocs, puis il y avait des trous où est-ce qu'ils voulaient qu'on vienne combler. Wow. And I was like, OK, il faut qu'on s'assure de trouver la bonne préposée, pour une famille italienne, avec un comportement. Eux, ils veulent contrôler la situation. Il faut que j'envoie quelqu'un qui ne va pas vouloir contrôler, qui est prêt à aider, à supporter et de comprendre that they're not the boss of the show. Yeah. Mais des fois, comme il y a certaines familles où est-ce que c'est un couple, un des deux a de l'Alzheimer's, puis il faut que j'envoie quelqu'un qui va aller qui va gérer la maison. Oui. L'évaluation des besoins est essentielle à ce qu'on fait, parce que c'est là qu'on va chercher le pouls, finalement, et que de la la personnalisation dynamique. et le match va se faire. Because it's not so much par rapport aux bénéficiaires qu'on aide. C'est vraiment par rapport à la dynamique familiale. Oui. Si on veut réussir, c'est comment aider les proches aidants à réussir dans leur job de proche aidance. Ah, j'adore ça. Ça, c'est la nuance qu'on oublie. 82% des soins à domicile au Québec présentement sont desservis par un proche aidant. OK. C'est 82. énorme. Wow. On doit les supporter. Puis c'est pas vrai. Je comprends que les proches aidants sont épuisés, puis on veut pas... Le discours présentement, c'est qu'on ne devrait pas dépendre de nos proches aidants pour offrir du soin. Je comprends. J'aimerais que le Québec et le Canada soient assez riches. Oui, mais en même temps... that's not feasible. C'est pas faisable. Et quand tu regardes d'autres cultures, comme les Italiens qui parlent, à quelque part, il y a une normalité, les maisons multigénérations, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses possibles. Oui. Mais comme tu dis, il faut donner un répit. Il faut donner les outils aux proches aidants de pouvoir s'occuper des gens qui aiment. Oui. Puis ma grand-maman, là, parfait exemple, là, elle n'aurait jamais dit que c'était une proche aidante. C'était la femme de son mari. Oui, exact. That's it. It's not complicated. Oui. Là, on parle de subventions pour aider les proches aidants. Ma grand-maman, elle n'aurait jamais accepté $1 du gouvernement pour aider mon grand-papa. Ça aurait été insultant. Oui. Mais être en mesure d'avoir des accompagnateurs pour l'aider dans ce défi-là, ça, elle avait besoin. J'aimerais être en mesure d'offrir à toutes les grands-mamans. Toutes les grands-mamans. Ben là, je pense que t'es bien partie, je trouve. Thank you, OK. Oui, je pense que tu fais ça bien. Merci. Je regarde juste le nombre de prix que tu as d'impact. Tu as gagné prix Femmes d'affaires du Québec, les Mercuriades, EY, le leader d'impact de Evol. Yeah. Bref, je pense que tu es vraiment une entrepreneure sociale qui répond à un besoin concret. Oui.
On peut-tu dire ça? Je pense. Puis le besoin concret, oui, il y a le soin à domicile, mais je pense que le besoin concret, c'est redonner le pouvoir aux femmes. Oui. Moi, je pense que c'est Oui, ça. sous-entendu à ça, ta drive, ton X à toi, c'est de redonner le pouvoir aux femmes. Puis je pense redonner le pouvoir aux femmes. Oui. Fait que raconte, élabore un petit peu ça. Il y a une barrière que la société nous met. Bien, je vais aller, on en discutait juste avant qu'on parte le podcast, d'être maman. Oui. Hein? On va partir de cet exemple-là. Oui. Il y a un jugement sociétal sur le fait que je suis entrepreneuse et maman. Oui. Et que ce choix-là d'être entrepreneuse, carriériste, qui est passionnée, qui adore ce qu'elle fait. On le ressent, by the way. Oh, really? On le ressent, oui. Est négatif pour être une maman. So, moi, ce qui est important d'aller chercher ces prix-là, parce que j'aime pas vraiment gagner des prix. Je dois avouer que j'aime vraiment pas être dans le spotlight. Mes mains, là, ils suent comme jamais présentement. Là. Je trouve ça très difficile d'être dans le spotlight. Pourtant, tu es excellente puis tu as un beau message à donner. I know. So, c'est pour ça que je le fais. Je me donne la responsabilité de le faire parce que je suis capable de le faire. Oui. Mais tous ces prix-là n'étaient pas de temps pour moi, c'était pour les femmes. C'était pour donner une voix, de dire, oui, tu peux commencer en start-up dans le sous-sol de ta maman avec aucun business acumen. Si tu crois dans tes intérieurs, tu as juste à croire en toi-même. Inside out. Yes, 100%. Oui. So, pour revenir au prix, je trouve, je suis très fière d'avoir gagné ces prix-là. Oui. Mais pour moi, ces prix-là sont vraiment pour démontrer aux femmes que tu peux. Tu as juste à prendre un petit pas d'avant. Oui. Et c'est à chaque petit pas que tu vas trouver la confiance pour prendre le prochain. Exact. OK. J'aime vraiment ce que tu dis. Puis, tu sais, dans le fond, toi, tu t'es donné cette responsabilité-là sociale. Oui. Puis, tu sais, c'est le fun parce que souvent, puis, tu sais, on avait cette discussion-là avant que des fois, les femmes, puis, tu sais, t'es une très belle femme, t'es jolie, tu parais bien. Mais, tu sais, souvent, tu voulais pas avoir cette connotation-là, mais vraiment de démontrer ton travail accompli aussi. Absolument. Puis que tu es une self-made woman. Oui. Puis que c'est possible pour les autres de le faire. Oui. Peu importe les barrières. Peu importe. Exact. Yeah. Fait que tu fais preuve de résilience. Tu fais preuve... Exact. Puis, mais oui, comme on en parle un peu, comme tu as abordé le sujet, la façon que j'ai de l'air a été un gros bloqueur. Pour plusieurs années, ça a été très difficile. Oui. Les gens ne me prenaient pas du tout au sérieux. Je te dirais même encore aujourd'hui, en fait, je peux dire qu'en 2025, j'ai été aux États-Unis, une grosse conférence d'affaires, et ça a été dégoûtant. Je ne sais pas comment d'autre le dire. Oui. Les hommes me prenaient pas au sérieux. Il y avait des hommes qui m'attendaient à ma porte de chambre d'hôtel. Oh my God. Aucun respect de ce que j'ai bâti. Oui, c'est un enjeu encore. Mais je le cache pas. Oui, c'est difficile d'en parler encore. C'est plus difficile d'en parler aux femmes. Oui. Parce que les femmes se disent, ben là, t'es belle. Why are you complaining? Non. And on a chacun notre réalité. Oui. Puis on la voit peut-être pas toujours. De la même façon. Puis on a chacun nos défis. Puis puis moi, je vais te dire, moi, j'ai vécu la même chose aux États-Unis. Yeah. Quand j'ai parti ma pratique de coach, je m'en rappellerai toujours. La première, j'étais, les coachs Scaling Up, c'est des coachs been there, done that. OK? Fait que c'est des coachs, j'ai vendu ma business, maintenant, je vais dire aux gens quoi faire. Mm-hmm. Moi, j'arrive là-bas, 31 ans, French-Canadienne, jeune maman. OK? Good luck. Oui. Alors, je me rappelle, on est 40 coachs dans le monde à travers la conférence. Je me lève, je pose une question avec mon anglais cassé. Personne ne me répond. Ça m'est arrivé. Fait que là, je me rassois. Je me rappelle d'avoir mon carnet, là, de prendre des notes. Puis là, je me suis dit,
ma gang de I'm gonna have you for sure. Oh, Tu sais, yeah. j'étais comme Watch me come back. c'est ça. Ben, 1 an après, j'étais certifiée coach. J'avais traduit tous les outils en français. Wow. Je suis devenue la voix francophone. J'ai les droits d'auteur francophones Félicitations. dans le monde. Je suis train de trainer. Là, je suis même plus un coach Scaling Up certifié. Je suis un ambassadeur pour les coachs à travers le monde. Félicitations. Mais comprends-tu que tu sais, au début, là, c'est comme you're nothing. Nothing. You're nothing. Mais moi, dans mon tempérament, c'est watch me. Ouais, c'est clair. Me too. c'est ça. Fait que, tu sais, mais en même temps, Mais c'est pas tout le monde. c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis je pense que c'est là que tu veux amener une voix. Absolument. En To not parlant be de scared. dire. Exact. J'ai déjà été dans une rencontre gouvernementale avec un assistant où est-ce que la personne en face de moi, un politicien homme, refusait de m'adresser la parole. Il l'adressait à mon assistant parce que c'est un homme. Quand c'est my company, this is my assistant, que j'adore, rien pour enlever aux adjointes. Absolument pas. Aux adjoints. Mais je me Exact. disais, ça n'a pas pas de sa sens. place. Ça n'a Non. plus sa place. Non, ça n'a plus sa place. Fait que, tu sais, tu fais bien d'en parler. Puis oui, puis ça revient à rejoindre aussi que quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, j'étais la seule femme dans le département d'entretien et tout ça, tu sais. Puis là, au début, moi, j'étais comme fière. Non, pas besoin. Puis I'm one of the boys. Puis blablabla. Me too, I had that at first. C'est ça, first. C'est fou, hein? Mais quand tu évolues, tu dis non. Il faut... I'm way better than the boys. Check in. No, I'm not sexist. C'est ça. But I'm joking. Ben, c'est ça. Oui, Mais oui. tu sais, c'est ça de dire. Puis là, je le comprends en vieillissant que chacun a sa place. Tellement. Et les femmes ont leur place. Ouais. Puis c'est important d'en parler. Fait que merci de porter cette voix-là qui est une belle inspiration. Merci. Et si on revient, et juste maintenant, tu sais, je veux faire la loupe de dire que toi, maintenant, tu offres même des conférences. Hein? Oui. Donc, parle-nous un peu de c'est quoi le message que tu veux lancer pour ça. Je vais, avant d'aller dans le message, je vais nous reculer de 2 ans. Oui. Sur 38 ans, ma business, elle a 15 ans. Oui. Okay? So my first baby is 15 years old. Oui. Parce que c'est ton bébé, là. Oui. Et puis, je suis venue à la conclusion que j'étais plus la meilleure DG CEO de mon entreprise. OK. Que maman n'était plus le bon leader de cette entreprise-là. So, il y a 2 ans, je m'ai remplacée dans toutes mes business. Je suis tombée en retraite. Oui. Semi-retraite, mais pas retraite, mais who am I if I'm not a CEO of my company? Tu sais, Parce que ça ton fait 15 ans. identité était C'était mon vraie. identité, là. Oui. Puis ça n'a pas pris longtemps, mais tu sais, ça m'a pris une bonne année de me dire OK, who am I now? If I'm not CEO, je veux faire un impact, je veux continuer. Oui. Mais il faut que je recommence, là. Je recommence de zéro dans un nouveau projet. Alors, c'est vraiment là que l'idée de conférencière est venue. Quand je suis partie de Bien Chic, pas partie, je suis encore là, évidemment. Là, je suis quand même actionnaire, présidente et tout. Mais si ma mission, c'est d'aider le plus de gens possible, ben, je dois me remplacer dans ma compagnie parce qu'elle va exceller encore mieux si je suis plus là. Et comment est-ce que de mon côté, Alison Green, avec mes expériences de vie, de travail, je peux continuer à aider le plus de gens possible. Oui. Et c'est là qu'est venu les conférences. Je suis en train aussi d'écrire un livre sur mon parcours. OK. Je fais énormément de mentorat. Je mentor énormément de femmes, dont une perle au Kenya, en Afrique, qui c'est partie d'une entreprise en soins à domicile. Elle est extraordinaire. Juste réapprendre finalement une nouvelle façon d'aider les gens. Et comme on discutait aussi, là, j'ai décidé que j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais au niveau du soin à domicile québécois. Alors, je veux mentorer les femmes québécoises, mais au niveau du soin à domicile, là, je suis prête à amener mes connaissances dans l'acquisition d'une entreprise dans mon domaine, mais qui dessert toutes les autres provinces du Canada. OK. Ça, c'est l'autre direction dans laquelle que je veux aller. Donc, grandir l'impact, là, Exactement. avoir un impact, le faire et puis prendre tes compétences. Mais c'est le fun que tu dises ça parce que puis là, on est dans l'hypercroissance. Puis quand on vit l'hypercroissance d'entreprise, ça devient comme un peu une dopamine. Hein?
Tu sais, Non. puis là, on carbure. C'est clair. Tu sais, puis on carbure à ça, puis tout Yeah. ça. Mais tu as été bonne de dire, regarde, c'est peut-être le chapeau de DG. Je suis peut-être Ouais. pas la meilleure Yeah. DG. D'avoir cette humilité-là, Ouais. de prendre le pas de recul et de se réinventer. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont se rendre au bout du rouleau, là. Ouais. Au bout du rouleau, especially founders, right? Oui, Parce que oui. c'est ton identité quand tu es une fondatrice de quelque chose. Oui, So, oui, mes expériences de vie qui ont été quand même assez tough là, Oui. dans mon enfance. Le mauvais côté, c'est que j'ai de la difficulté à me regarder dans le miroir. Je manque beaucoup de confiance en moi. Mais le côté, the silver lining, c'est que j'ai un très petit ego. I'm very humble. oui, J'ai une grande humilité par rapport aux autres. oui. So, l'inverse Amène amène une curiosité. puis une confiance aux autres. Oui, Je oui, ne pense pas que je suis la meilleure. So, oui. tu sais, dès que j'ai rencontré la personne qui était meilleure que moi, qui était ma DG, I was like, ah oui, you're better than me. Go! Go, ouais. Let's help more people! Oui, exactement. Ça, oui, c'est venu d'une place difficile, je te dirais, d'être capable de prendre cette décision-là il y a 2 ans. Mais en même temps, je ne changerais rien. Ça m'a donné tous les outils que j'avais besoin pour prendre la meilleure décision. De prendre la meilleure décision et de poursuivre ta mission qui est d'avoir un super impact. Oui, d'aider le plus de gens possible. Oui. Aider les gens plus vulnérables. C'est vraiment ça ma mission. Oui. Dont, à mon avis, les femmes rentrent encore dans cette... Malheureusement. Malheureusement, mais c'est la ça. réalité. C'est la réalité. Yeah. Et là, tantôt, on a fait un survol un peu du rôle de maman Yeah. versus entrepreneur. Oui. J'ai eu la chance de voir tes 2 beaux petits rouquins. Oui. Ils sont extraordinaires. Alors, raconte un peu comment tu as vécu ça parce qu'ils ont 6 et 7 ans, tes garçons? 6 et 7. 6 et 7. Fait que là, tu étais quand même dans le feu de l'action avec ton entreprise et tout. Yeah. Fait que comment tu as vécu ça, le rôle de maman et d'entrepreneur? Yeah. J'avais peur, je dois avouer, avant d'avoir mes enfants. J'avais peur de ne pas être une bonne mère. J'avais peur d'être carriériste. J'avais tellement peur jusqu'à mon accouchement. Puis j'en parlais d'ailleurs hier avec Judith Fetzer. Elle a vécu quelque chose de très similaire. Et le moment que j'ai vu mon bébé, I was like, I'm a great mom! C'est ça! J'avais rien fait, mais c'était... viscéral, right? Like a full circle of fulfillment. Oui, l'épanouissement. L'épanouissement de me dire, je vais être une excellente mère parce que je suis une excellente entrepreneuse et je vais être une excellente entrepreneuse parce que je vais être une excellente mère. Oui. Et c'est les deux, en fait, qui contribuent à ce que au fait que je peux me présenter de ma meilleure version à tous les jours. Oui. Puis on voit les quotes, là, tu sais, où moi je les vois sur Instagram, des quotes, tu sais, d'entrepreneuriat, de « Oh my God, être entrepreneur, tu sais, c'est it's so hard, it's so difficult, tu peux tellement te perdre. » Oui, c'est sûr. Puis je me perdais peut-être un peu avant. Mais quand tu as des enfants, tu es tellement aligné. Focus. You're so focused. Puis t'as juste un certain nombre de temps tout d'un coup. Oui. So, toute l'énergie que tu investis peut seulement avoir un gros impact. So, ça a fait le ménage, en fait, de plein de choses qui n'avaient pas un très grand impact, mais que tout d'un coup, il fallait que tu prennes des décisions un peu plus difficiles, que tu pensais étaient difficiles, mais que finalement, elles n'étaient pas si difficiles C'était juste que ça. nécessaire. Puis... Nécessaire pour avoir le focus aux bonnes places. Je comprends. Et pour moi, avoir des enfants, de pouvoir, j'allaitais mon fils, j'ai eu la chance d'allaiter mes 2 garçons jusqu'à 12 mois. J'allaitais mon fils dans le milieu de la nuit, puis je répondais à mes courriels. Mais pour moi, c'était « How lucky am I to be answering an email and taking care of my child? » Oui. Like that is... C'est de la magie, c'est la chose la plus belle sur la planète Terre qu'on est capable de vivre ça ensemble. So, non, je te dirais que pour moi, ça l'a créé. Mes enfants ont créé un équilibre pour Allison Green, la femme, qui a fait en sorte que je puisse être la meilleure version de moi dans tous mes rôles. Oui. Fait que là, tu démontres clairement que pour toi, dans ta version des faits, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie entre être maman
et être entrepreneur. Les deux sont en symbiose et un va alimenter l'autre. Absolument. Pour devenir la meilleure version de toi-même. Absolument. Maman entrepreneur. Absolument. Puis il y a des moments tricky qui sont tough. Oui. Je discutais la semaine passée, j'ai eu la chance de partir en vacances dans le sud avec mes 2 cocos. La politique nationale sur le soin à domicile, qui est une prise de position de 2 milliards là, de notre gouvernement, que ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet-là directement avec Santé Québec, avec le ministère de la Santé, avec Mme Bélanger, la ministre. Et là, ça tombe, qu'ils vont faire l'annonce de cette politique-là pendant que je suis dans le sud. Je suis toute seule avec mes cocos, là. Mais là, il faut que je fasse les entrevues. Là, j'étais stressée. Les gens vont me juger. Ils vont me juger que je fais des entrevues pendant que je suis censée être dans le sud, sur la plage. Mais je les ai faites quand même. Je suis assise, je faisais mes entrevues. J'avais mes 2 cocos à côté de moi qui me regardaient comme ça parce qu'ils savaient que j'étais en entrevue. Puis de voir leur fierté dans leur maman, puis qu'eux voulaient venir dans l'entrevue. Puis je pense, dans une des entrevues, on entend mon fils Roméo dire « Est-ce que je peux le dire aux gens combien de personnes que t'aides, maman? » Imagine. So ça, ce que je donne à mes enfants, ce que je leur montre, ce que je vis moi-même, ce que je montre aux autres mamans, aux autres femmes qui se disent que tu dois choisir. I don't think so. I think c'est de justement montrer à nos enfants que la vie n'est pas toujours noire et blanche et qu'on est capable de réaliser ce qu'on veut si on reste dans l'équilibre de toutes nos sphères de vie. Et qu'on est toujours en cohérence avec ce qui nous fait qu'on se lève à tous les matins. Exact. Authenticity. Oui. Mon core value, j'ai un core value que j'ai déterminé. Là, c'est l'authenticité. Oui. Puis je vis chaque partie de ma vie en authenticité qui fait que ça les alimente toutes dans une même direction. Exactement. C'est très inspirant. Je suis contente que tu nous partages ça. On a besoin d'entendre, je pense, plus ces messages-là. J'ai reçu sur mon podcast Mélissa Lambert, des Sacs Lambert, qui a 3 garçons et qui a parti ça pendant son congé de maternité, puis qui a de la drive, puis qui va... Puis tu sais, là, c'est le temps de... Tu sais, ça fait que c'est le fun de voir ça, ces mamans-là, entrepreneurs, puis les enfants sont impliqués. Puis... Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis un peu plus vieille que toi. Puis là, je vois mon fils qui veut être entrepreneur parce qu'il a baigné là-dedans, qui veut faire une différence, qui veut... Tu sais, là, il dit « Maman, j'ai reçu mes numéros de taxes. » Tu sais, puis là, j'ai mon numéro d'inscription de compagnie. Tu sais, il y a une fierté qui se dégage. Puis oui, la pomme, tu peux dire la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, mais en même temps, j'ai rien poussé. Là, c'est lui qui le veut. Mais ils vont te voir aller, tes garçons. Puis ils vont probablement avoir plein de belles idées. Puis dire, tellement. Tu sais, c'est ça qui est le fun, là, tu sais, de contribuer à leur épanouissement. Là. Absolument. Puis moi, c'est le aider, right? C'est d'aider les gens. Oui. Moi, oui, il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi apprendre à mes enfants la philanthropie. Oui. La philanthropie, c'est aussi quelque chose qu'on voit venir avec les plus jeunes générations. Oui. Ça fait partie de notre culture qu'on donne. Moi, j'ai pas plus d'argent qu'un autre. J'ai une très grande entreprise, mais on peut pas se le cacher. C'est dans le soin à domicile. Tu sais, les marges sont très petites. Là. Je fais pas ça pour l'argent. Mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui fait le ménage à la maison. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de mon terrain d'or. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ma piscine. Oui. C'est quand même... c'est de la chance en tabarnouche là, d'être capable d'avoir ces choses-là. Oui. Mes enfants m'ont jamais vu nettoyer une toilette. Là. Oui. Mais comme je disais, à 23 ans, je faisais le ménage d'urinoir dans des énergies cardio. Oui, c'est ça. So, là, c'est d'apprendre à mes enfants différentes choses. Puis moi, je pense vraiment à travers la philanthropie pour y arriver. Oui. Alors, une fois par mois, on met plein de bouffe dans notre char. On s'en va à Montréal. On fait la rue Sainte-Catherine, on fait P9, puis on donne la bouffe aux itinérants qui sont dans la rue. On calcule maintenant aussi allowance. I said allowance, mais je ne sais pas c'est quoi le mot en français pour ça. Tu sais, quand tu fais tes tâches à chaque semaine un enfant, puis là, tes parents te donnent de l'argent. Oui, allocation. OK. Oui, allocation. C'est called an allowance en tout cas en anglais. Et puis, avec mes cocos, j'ai un système that in their allowance, il y a une partie qui va en philanthropie, il y a une partie qui va pour leur futur, puis il y a une partie qui va pour eux. Et même moi, je me donne un allowance aussi avec mes garçons. Oui.
Et on calcule pour partir en vacances, une fois par année. C'est maman qui doit faire ses tâches. Moi, ma tâche, c'est faire 30 minutes d'exercice par jour. OK. Wow. On aime ça. Mais parfait. ça reste que c'est ça mon objectif. Oui, Puis, oui. avec mes enfants, c'est un projet collectif, c'est un projet familial. Oui. Puis ils m'encouragent à faire mon 30 minutes parce que si on veut partir dans le sud l'année prochaine, Hey, c'est il faut que génial. j'aille mes points à chaque semaine pour pouvoir le faire. Oui. So, je pense que c'est de voir être parent peut-être de façon différente. Je sais pas. Ben, en fait, moi, quand je t'écoute, je trouve que tu amènes le volet entrepreneur et créatif à la maison. Oui, peut-être. Puis, J'appelle tu ça sais, philanthropie, mais effectivement, Puis l'entropie, c'est ben, c'est entrepreneuriat en ça, même temps. C'est la même chose. entrepreneur en même temps, mais tu sais, de comprendre les systèmes de points. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai fait ça avec mon enfant. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une business à 18 ans. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, moi, je l'ai amené. On avait été construire une école dans la jungle équatoriale. Oui. Il avait 7 ans. Il était à Truelle avec le ciment. Yes. Tu sais, puis après, oui, on a été aux îles Galapagos, mais c'était de dire, regarde, on se paye des beaux voyages, mais on va aller aider avant. On va donner. Puis pas plus tard que l'année passée, j'étais en Thaïlande. J'ai trouvé un orphelinat, la plus grande orphelinat en Thaïlande, 750 enfants orphelins. Wow. Et c'est nous qui a nourri les enfants. On a offert le repas. Peux-tu m'appeler la prochaine fois? Oui, je vais c'est venir. ça. Mais tu sais, j'avais fait ça. Puis tu sais, même des fois, les gens vont dire, oh, ils ont 17 ans. Puis tu sais, quand je raconte ça aux gens autour de moi, ils vont dire, oh, mon gars voudrait jamais faire ça. C'est pas qu'il veut, il veut pas. C'est on le fait ensemble. That's it. That's it. There's no other option. Ben, c'est quoi ça. le B, là? C'est ça, tu sais, c'est comme... Fait que là, les gens, oui, toi, t'es chanceuse. Non, je le fais, je le planifie. Puis, tu sais, oui, c'est un beau voyage en Thaïlande, on a découvert le pays, mais tu sais, l'idée, c'était de dire, on est tellement chanceux, on va aller aider. Et après ça, le moine qui gérait cette orphelinat-là, nous a rencontrés, il nous a dit merci, on s'est mis à genoux, il nous a donné comme l'espèce de bénédiction et tout. A spiritual. C'est ça, le gathering, tu sais, around that. Et mon fils a été transformatif, tu sais, c'est comme... Puis ça, je pense que c'est moi, je trouve que c'est la richesse qu'on a lorsqu'on est choyé dans la vie, tu sais, de voir un impact. Puis comme tu dis, tu sais, c'est pas des choses nécessairement qui coûtent cher non plus, là, tu sais, d'aller donner de la bouffe dans la rue, puis de donner aussi, de dire dans ton argent, de dire il y en a un tiers qu'on va donner aux autres. Ça, je pense aussi qu'on se doit d'éduquer nos enfants comme ça. Tu sais, c'est clair, là. On a été très chanceux. La génération baby boomers, les 70 dernières années, ça va bien, là. Tu sais, on est chanceux au Canada. Mais on peut pas se le cacher que je pense sur les 5, 10, 20, 30 prochaines années, ça va être un peu plus difficile. Oui. Si on fait juste regarder de façon économique le Canada, on a des déficits qui font plus de sens. Au Québec, on a 11 milliards de déficits. Le fédéral, on a, je pense, c'était quelque chose comme 15 milliards de déficits. On pourra plus avoir les infrastructures qu'on a toujours eues. Non. Et puis, historiquement, on avait ce sens-là. On va taxer les riches pour donner aux moins fortunés. Mais moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on devrait y penser. Moi, je pense qu'on devrait avoir une responsabilité collective et communautaire. Et préventive. Il ne faudrait pas qu'on tape. Il faudrait qu'on donne des carottes. Puis qu'on revienne à un sens, excuse-moi, de communauté où est-ce qu'on a le goût de donner à son prochain. Pas parce que mon gouvernement me force à le faire, mais parce que je vois la réalité de mon voisin, parce qu'il est dans ma face. Puis je suis pas dans un social media où est-ce que tout a l'air faux. Mais je peux voir que mon voisin a des difficultés, puis j'ai le goût de l'aider parce que je fais partie d'une communauté. Exact. Mais on a un peu perdu ça, je pense, dans les dernières années parce qu'on était dans la richesse, on était dans l'abondance. Une abondance qu'on n'a jamais vue avant. Sur le côté philanthropie, est très important pour moi au niveau de l'éducation de mes enfants, de l'éducation. J'en parle beaucoup dans tous mes groupes de mentorat. Toutes les femmes que je mentor, c'est important pour moi qui s'investissent dans une cause. Choisis-la, puis apprends après. Mais dis-moi, si tu veux me to help you pro bono, bénévolement comme mentor, you have to pay it forward. Oui.
C'est ça qui est ça. Faut que Those tu are the donnes au rules. suivant. Tu donnes Faut au que suivant. tu donnes au suivant. Et moi, je vais même aller plus loin, Alison. Dans tout le coaching que je fais des entrepreneurs, je vois une différence dans les entrepreneurs qui donnent au suivant versus ceux qui gardent toute la pointe de tarte. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est-à-dire que des entrepreneurs, puis moi, j'encourage mes entreprises à choisir des causes. Ouais. Comme moi, Hypercroissance, mon entreprise, on a choisi la cause « Garde tes cheveux parce que j'ai eu le cancer et j'ai fait le casque réfrigérant ». Wow. Fait que, tu sais, puis là, j'organise l'événement, tu sais, puis c'est 300 personnes, puis je fais aller mon réseau d'affaires, puis ça fait 6 mois que je travaille bénévolement à 3 heures par jour to make it happen. But I get it. je suis tellement heureuse de ça. Of course. Mais ce que j'observe, c'est les gens qui n'ont pas cette générosité-là. Ils ont un regard vers eux. Et à un moment donné, de faire ton auto-analyse, là, ils ne se comprennent plus. Manque d'alignement. Manque d'alignement. Puis c'est comme si ça devient self-centered. Arrête de te regarder, là. Yeah. Regarde les autres, donne, sois généreux. Et les entreprises, mes entrepreneurs qui ont une cause sociale, puis ça, j'invite tous les entrepreneurs à choisir une cause sociale et que leurs gens fassent du bénévolat pour cette cause sociale-là. Ça crée, c'est le meilleur team building que tu peux pas faire. Et l'engagement. L'engagement est là. Exactement. Énorme. Exactement. Est-ce que tu vois dans les entreprises, c'est une question, là, oui. un fondateur qui a cette générosité, cette the core value of generosity, si on veut dire. Est-ce que tu peux voir que sur le long terme, ces entreprises-là vont mieux aussi? Oui. Yeah, I can imagine. Oui. La pérennité de l'organisation est là parce qu'ils sont capables. La pérennité, parce qu'ils sont capables de donner du sens à leurs employés durant la croissance. Oh, beautiful. Oui, parce que j'en ai des entrepreneurs, là, pas plus tard qu'hier, j'étais dans une organisation, je ne la nommerai pas, mais ils sont tellement data-driven, puis regardent des fichiers Excel, regardent des fichiers Excel. Tout le monde était perdu. Il n'y a pas de sens. Il faut raconter une histoire. Puis l'histoire que tu racontes, elle est inspirante. Puis l'histoire que mes entrepreneurs qui s'impliquent dans des causes, elle est inspirante. Fait que, puis je suis d'accord avec toi, la philanthropie devrait être essentielle. Et autant dans un jeune âge aussi. À tous les âges. Exact. Mes enfants sont tout petits. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils en ont plus que quelqu'un d'autre. Exact. Puis dans cette philosophie-là, de donner au suivant, au lieu d'avoir une génération centrée sur eux-mêmes, on n'est plus là. On n'est plus là. Le futur n'est plus là. Je suis tellement d'accord avec toi. Oui. Puis, yay! Yeah! Wouhou! Fait que là, quand on parle, tu as parlé de ton rôle de mentorat. Oui. Tu as parlé d'être leader de son destin. Moi, je pense que je te vois vraiment comme une leader de ton destin. Oui. La bienveillance. Fait que, non seulement on parle de générosité et de bienveillance, mais moi, je pense que ce sont des valeurs du futur. Oui, je suis tellement d'accord. Qui vont venir aider I believe that. La communauté. On va se rendre à un point où est-ce que l'idée du troc, là, ce sera pas le troc, là, mais va revenir. Et quand tu regardes, je ne sais pas si tu as vu le reportage de Blue Zone. Là, non. Blue Zone, you have to watch that avec Dan. Qui est un gars qui a fait l'étude des plus grandes communautés où il y a la longévité. OK? Fait qu'il faut vraiment, tu vas adorer. I will. Et lui, dans le fond, l'élément numéro 1 qui ressort, c'est que les gens dans le coin de la Sicile qui vivent passé 100 ans, c'est des gens qui vont descendre au village chercher la tomate et remonter, qui ont 95 ans. Of course! C'est la communauté. Fait que là, c'est la communauté. C'est l'essence de la communauté. Puis c'est pas bien, puis à leur malaise. Oui. T'as pas besoin d'une infirmière. T'as la communauté. Exactement. T'as pas peur de sortir. Exact. C'est l'isolement qui est très, très dangereux, là, avec la perte d'autonomie. Avec l'isolement, puis je trouve que l'isolement au Québec aussi, tu sais, veux pas, là, quand il fait froid comme ça, là, on a de l'hibernation. Là. Moi, j'appelle ça des phases d'hibernation. Là. Les gens rentrent chez eux. On prend tous 10 livres, là. Ouais. C'est ça. Comme les ours. OK, we're going in. C'est ça, exactement. Puis c'est ça. Fait que toi, bien énorme. Chez soi aide aussi à sortir les gens de l'isolement. Il doit y avoir beaucoup de ça, non? C'est énorme, l'isolement au Québec, là. Puis on parle de personnes âgées, mais moi, j'irais jusqu'aux enfants. Oui.
avec les jeux vidéo, avec social media, avec le fait qu'on est obsédé de la façon qu'on a de l'air en ligne. Oui. C'est de l'isolement aussi pour les enfants. Oui, oui. J'ai peur de façon pas alarmiste, peur, là, mais moi, ma personne, je me dis, là, on est très isolés des uns des autres, qui fait qu'on n'a pas d'empathie parce qu'on ne comprend pas la réalité des autres. Et ça, c'est un futur dangereux. Oui. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand tu reçois des gens, il faut que tu planifies 3 mois d'avance, puis c'est toujours compliqué, puis il n'y a pas de... Tu sais, puis c'est vrai ce que tu dis. Il faut briser cet isolement-là, d'être capable de se recevoir rapidement, d'un coup, prendre le temps. Oui. Puis ça reste pas que... Tu sais, on jasait de ça tantôt, là. Mon cellulaire n'a jamais été sur la sonnerie. Ever. J'ai jamais entendu mon téléphone sonner. So, ça fait qu'il y a des gens qui m'appellent, puis je réponds pas. Oui, mais c'est correct. Mais exact. So, c'est de se comprendre. Et de se protéger aussi. Et se protéger. Puis si quelqu'un cogne à ma porte, puis sont venus me voir, ça va me faire plaisir de parler. Oui. Mais pour moi, ma barrière, c'est mon téléphone. Tu ne peux pas avoir accès à moi à travers mon téléphone si je t'ai pas donné accès. Oui. Tandis que chez moi, ma maison, les voisins, c'est humain. Oui. It's different. So, je pense que l'humain doit comprendre où leurs barrières. Where are their sandboxes pour être confortable ou pas confortable, extraverti versus introverti. Puis c'est où maintenant dans la société qu'on est aujourd'hui en 2026, comment est-ce qu'on se positionne là-dedans pour pas être isolé, mais ne pas non plus être bombardé. Oui. Ça va avec ça. Tu sais qu'il y a une nouvelle connais-tu les Otroverts? O-T-R-O-vert? Non? I mean, that must be me. Fait que les Otroverts, ce sont des gens qui ont besoin d'être seuls pour se ressourcer. Ah, oui. OK? Ça, c'est moi. Moi aussi. J'ai un chalet dans le milieu des bois. Oui, c'est ça. Le cellulaire rentre pas. Oh, c'est clair! C'était le number one condition. Oui, c'est ça. OK, non. personne ne peut me rejoindre, j'achète. OK, c'est ça. Et les Otroverts, ce sont des gens qui ont besoin de se ressourcer seuls, mais qui ont besoin quand même de connexion humaine pour se sentir vivants. Oui. Fait que c'est l'équilibre entre l'introverti et l'extraverti. Puis on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux cette nouvelle façon de faire-là, puis c'est correct, tu sais. Yes. Parce que si tu es un Otrovert ou un introverti, tu as besoin de te ressourcer, les gens ne se ressourcent plus. Ben non. Il n'y a plus de ressourcement, tu es toujours continuellement actif. Ah, je suis tellement d'accord. Puis ça a été un grand apprentissage pour moi. Parce que je suis très attirée vers des gens qui sont extrovertis parce que je suis introvertie. Oui. So, mes amis, tout le monde, toutes les différentes chums que j'ai eus, mes enfants, everyone's an extrovert because I'm an introvert. So I attract extroverts. Oui. Mais j'ai appris à la difficile quand j'ai quasiment fait un burn-out il y a 2 ans. Oui. Que moi, comme tu dis, j'ai besoin de me ressourcer, mais seule dans le noir. Oui. Parce que même la lumière est trop. Elle me dérange, la lumière. Là, c'est une stimulation de trop. Là. Oui, je comprends. Mais c'est très difficile pour les gens autour de moi de comprendre ça. Oui. De dire, je m'en vais dans le bois, 72 heures, tu ne pourras pas me contacter. Ben, t'es-tu correct? Oh my God! Pourquoi tu veux être toute seule? Qu'est-ce que tu vas faire là toute seule? Puis ça panique les gens qui ne comprennent pas ce côté-là introverti. Oui. Puis ils ont de la difficulté encore plus à le comprendre parce que je suis très démonstratif. J'adore être avec les gens. Oui, mais t'es vraiment un introvert. I know. Well, thank you for confirming. mais t'amènes quelque chose, Alison, qui me fait penser, tu sais, c'est-à-dire que le temps de se ressourcer comme femme est très important également. Tellement. Puis on le fait pas assez comme femme. Non. Puis on est trop... Fait que, tu sais, si on veut être la meilleure version... La pression, là, on parle des réseaux sociaux. Puis c'est drôle parce que mon podcast préféré, qui est Diary of a CEO de Stephen Bartlett. Je l'écoute. Oh my God. So good! Et là, je sais pas si tu as vu, mais il était au sommet à Davos. OK? Et il a fait un post sur LinkedIn, puis il dit, écoute, j'ai parlé avec le CEO de LinkedIn, j'ai parlé avec le CEO de blablabla, là, tu sais, Google, etc. Puis il dit, on est tous venus à la conclusion que oui, le AI est épeurant, mais ce qui est le plus important de préserver, c'est les connexions humaines. Yeah. That's it. And AI, c'est un outil.
Oui. Si on l'utilise, l'outil, pour nous aider à optimiser des tâches où est-ce qu'on n'est pas avec des humains, ça va nous aider à être plus avec des humains. Chez soi, notre philosophie dans notre entreprise, c'est que la technologie nous permet d'être en connexion avec les humains. Exact. Parce qu'à la place d'écrire mon rapport de je sais pas trop quoi de façon administrative, but I'm in front of the human. Puis l'exemple public-privé au niveau du soin à domicile, c'est énorme. Dans le réseau de la santé publique, dans le soin à domicile, ils n'ont pas beaucoup de technologie. On le sait, là, que le réseau de la santé n'est pas... C'est plus difficile. Plus difficile. Il y avait des fax, là, il y a 3 ans. So, a caregiver, dans le soin à domicile, dans le public, 32 % de son temps est en avant de l'humain et 78 % de son temps est en tâche... Oh non, 68. Anyway. Oui. Je n'ai pas bien fait mon calcul. Les 32, ça, c'est sûr. Oui. C'est des tâches administratives parce qu'on n'a pas la technologie. La balance, c'est des tâches administratives. Des tâches administratives. Chez nous, une préposée, 100 % de son temps est en avant d'un humain parce que le AI et la technologie fait en sorte qu'on la met à la bonne place, au bon moment, sur son X, qui est en avant d'un humain. So, il y a un équilibre là, à avoir. Exactement. Faut bien s'en servir. Oui. Faut bien s'en servir. Puis le voir comme un outil de travail pour nous optimiser, pas pour avoir une relation avec un ordinateur. Non. Et pas l'utiliser comme un psychologue, mettons. Que je sais que beaucoup de gens font. Exact, c'est ça, exactement. Puis tu sais, ça revient aussi à être capable d'être dans le noir avec soi-même, là. Connecté à soi aussi, là. Tu sais, pas besoin d'avoir... my body? C'est ça. Fait que de quoi, qu'est-ce que je peux souhaiter à Alison dans les prochaines années? Alison. Je pense que ce que je me souhaiterais, ce serait avec le fait que je veux continuer à grandir, faire l'acquisition d'entreprises. Je vais potentiellement aller de 2 000 à 12 000 employés de même. Ce que je me souhaiterais, c'est de continuer à comprendre l'importance de l'équilibre de toutes les sphères de ta vie. Oui. C'est ça que je me souhaiterais. Je pense que j'ai bien fait à date. Mais c'est de le poursuivre. Mais je veux créer de l'intention autour de cette continuité-là. Ah, j'aime ça, c'est bon. Et moi, dans mon coaching, je parle toujours que c'est l'importance d'avoir un big, hairy, audacious goal, inspiré de Jim Collins. Yeah. Donc, c'est quoi ton but ultime? OK, so mon but, ce serait pas mon but ultime. But if I had a magic wand and I could just kind of do anything, je l'annonce peut-être publiquement pour la première fois. OK. J'aimerais imaginer un jour, dans 10 à 12 ans, être premier ministre du Canada. Oh, why not? Who knows? We don't know. Pas? Mais c'est ça. But if it was like a weird idea in the dreamland, why not? Who would? Why not? Oui, surtout avec l'impact social que tu as là présentement, tu serais tellement... Et on aimerait ça avoir une femme aussi, là. And let's believe in the power that we have inside of us to create change. Oui. Puis d'arrêter d'assumer que ça va être une entité qu'on ne sait pas trop c'est qui va créer ce changement-là. Exact. Et j'adore ça. Et c'est un big, hairy audacious. C'est parfait. Do you want another one? Non, keep it. Non, mais ça me fait penser à quand j'ai reçu mon jonc d'ingénieur, le recteur avait dit, dans la vie, il faut viser la lune pour devenir une étoile. I believe that. Alors, tu es une étoile filante. Thank you. C'est vraiment extraordinaire de t'avoir reçu sur le podcast, Merci Alison. tellement. Ça fait du bien. C'est moi aussi, je me sens comme... on s'en va tous à nos chalets. C'est dans le noir. Exactement. Fait que je te remercie sincèrement. Merci tellement à toi. Merci énormément. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.